Bonjour et bon retour et bien dans un nouveau numéro de Studio 100. Encore une fois, comme d'habitude, on va partir faire une magnifique balade à Mayotte et pas que, puisque notre balade du jour, elle sera aussi dans la vie d'une personnalité mahoraise, puisqu'aujourd'hui nous recevons comme invité Abdoul Hamidi Keldi. Il est né le 4 décembre 57 du côté de Madagascar. Il est cadre dans l'informatique au niveau de la CSSM, et puis il est aussi responsable d'un club sportif du côté des Vautours à l'Abattoir. On va le découvrir tout de suite. Abdoul Hamidi, bonjour. Bonjour Dominique. Comment allez-vous ? Ça va. C'est un vrai plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup, Monsieur le plaisir est partagé. Ça fait des années qu'on se croise et puis on n'a jamais eu vraiment l'occasion de se rencontrer. C'est vrai. Et le hasard fait que vous êtes là avec moi ce soir et je suis bien content. Moi, le plaisir est partagé. Monsieur Keldi, j'ai pas dit de bêtises, né le 4 décembre 1957 à Madagascar. Tout à fait, plus exactement à la côte est, à Tamatave, que je connais très peu parce que j'ai quitté la région, je devais avoir 1 an, et puis je me suis établi à Majunga jusqu'à l'âge de 14 ans, où donc j'ai quitté Madagascar suite à des événements un peu douloureux. Et puis voilà, donc parti en métropole, 20 ans, et puis de retour à Mayotte. Alors, papa et maman, ils faisaient quoi à Madagascar ? Alors, mon père, c'était un ancien militaire de ce qui s'appelait à l'époque le bataillon Comore. Donc, il était retraité là-bas, et puis donc il a vécu là-bas. Et maman à la maison, je pense. Maman à la maison pour s'occuper donc de papa, comme à l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui le faisaient. Les premières années de la vie, elles se passent comment à Madagascar ? Assez paisiblement. Comment vit un jeune homme dans l'insouciance, nous étions relativement aisés parce que papa, il avait un peu plus de moyens que la moyenne. Hein. Donc, nous n'avons manqué de rien. Je suis allé à l'école. Difficilement, parce qu'à cet âge-là, avec les espaces qu'il y a à Madagascar, on a plus envie de gamberger, de faire l'école buissonnière. Mais on a maintenu le cap quand même avec un père qui était très rigoureux et qui a cadré tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour que ce départ s'organise ? Le départ de Madagascar, à l'époque, pour les gens qui s'en rappellent, il y a eu quelques difficultés sociaux entre des personnes de différentes confessions, de différentes régions. Ça a fini un peu dans le sens, c'est des périodes douloureuses dont il est toujours difficile de parler. Moi, je ne l'ai pas vécu vraiment dans sa douleur la plus lancinante, la plus profonde. Parce que j'en suis parti en 72 et à cette époque-là, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle donc, les événements de Majunga qui ont été tragiques. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Mais ce qui veut dire qu'on est jeune et que l'on vit quand même ce genre de traumatisme. Ce sont des traumatismes. Tout à fait. Moi, j'ai ouvert les yeux, j'étais à Majunga, donc moi j'étais un malgache comme les autres. Jusqu'à ce que tout d'un coup on vous dise vous êtes des Comores, il faut repartir, partez chez vous. Chez moi, je ne sais pas. Donc j'ai toujours été là, j'avais des amis là, j'étais scolarisé là, toute ma vie j'étais là, je parlais le patois local, Donc ça secoue pas mal. Et donc des tensions. Des tensions importantes. Donc mon père nous a évacués au fur et à mesure, on m'a envoyé dans une famille d'accueil. Dans un pays que je ne connaissais pas, dans une famille que je ne connaissais pas. On a 14 ans et puis voilà. Donc, et là, c'est à Mayotte déjà ? Ah non, là c'était en Anjouan. À Anjouan. Là c'était en Anjouan. Mon père, il est de la Grande papa et Comore. sans maman en plus. Sans papa et sans maman. Ah ouais, je comprends. Voilà, tout à fait. Chez des amis. Chez des amis de mes parents. Donc on sent ce sentiment d'insécurité déjà ? J'étais quand même dans un environnement familial, mais on commence à se poser des questions. On perd un peu de la naïveté, de cette ce sentiment. On devient moins gamin du coup. Alors donc en jouant, pendant combien de temps en jouant ? 4 ans, 72 à 76. Et puis après 76, il y a eu les événements, l'indépendance des Comores. Difficultés. Les mêmes choses. Un peu les mêmes choses. Un peu les mêmes choses. Mais bon, là, c'est pas. Il faut partir de chez soi. Là, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Donc, c'est le sauf qui peut. Donc, moi, j'ai un frère qui était à Nice. Donc, il m'a dit mais si ça te tente, tu viens. Et puis, voilà. On va s'organiser. Donc, je suis parti. J'ai terminé à peine la première. J'ai entamé la terminale avec 2 mois de retard. Conditions un peu difficiles parce que
J'arrive en novembre, en avril, je fais un accident de la circulation, 3 mois d'hôpital. Les collègues, ils passaient le bac, moi j'étais à l'hôpital. Je passe le bac en septembre, puisqu'il y avait une session de rattrapage pour les gens qui n'ont pas pu le passer. Donc je passe le bac malgré tout, dans ces conditions-là, difficilement. Et c'est un des souvenirs, d'un côté douloureux, mais de l'autre côté, ça me fait dire, il y a des moments où même quand on est mal en point, si on a envie, il y a toujours un moment où on va y arrive. rebondir. On y arrive. On y arrive. Donc, revenons, vous êtes à Anjouan. C'est vraiment les mêmes raisons. On revit les mêmes choses. Non, pas du tout. Là, c'est pas des gens qui disent vous n'êtes pas d'ici. Ouais. Là, c'est un nouveau pouvoir. Un enseignement qui était français et qui devient cosmopolite. On avait des professeurs qui venaient de partout. Il n'y avait pas une garantie de reconnaissance de la qualité, même si je ne remets pas en cause les professeurs qui venaient, qui de Tunisie, qui de Belgique ou même du Canada. Bien sûr. Dans un cadre que j'ignore, je crois qu'il y a c'était pas vraiment une coopération, c'est plutôt une entraide voilà, d'un pays qui a pris une indépendance unilatérale mais qui ne savait pas trop où aller. Donc il y a des pays amis qui ont volé au secours du pays. Donc voilà. Mais là, à cet âge-là, on arrive à le comprendre, tout ça. Bon, on entend des mots, révolution, Mao Tse-tung, indépendance, dépendre de quoi, de Afrique du Nord, Algérie. Voilà, on avait des amis, Mzungu qui étaient là, je veux dire, c'était nos amis, ils partent, dis mince, bon, il se passe quelque chose. J'avais des professeurs avec qui je suis en très bon terme et qui tout d'un coup ont plié bagage, pas dans des conditions aussi dramatiques bien entendu que voilà. Mais bon, ça remue, on se repose des questions. Mais quand on est un jeune, justement, on n'a pas un doute sur ce monde des adultes à cet âge-là, quand on vient de s'en prendre une Amada, une au Comores. C'est clair. Ouais. On se dit, mais dans quel monde on vit? Voilà, tout à fait. Mais bon, comme mon père, je sais qu'il n'a pas eu une enfance facile non plus. Il nous en parlait, même s'il nous a protégés de ça en nous donnant une relative. Voilà, mentalement, il nous a préparés. Et en fait, au lieu de nous donner tout, comme je pense qu'il avait les moyens de le faire, il l'a pas fait. J'allais à l'école à pied. Je me levais très tôt le matin. J'allais à l'école coranique à 5h du matin. Je rentrais à 7h pour aller à l'école à 7h30. Je finissais à 12h30. Je reprenais à 14h. On finissait à 16h30. À 17h30, j'étais à la maison parce que l'école était un tantinet loin quand même. Voilà. Donc, c'est donner le goût à l'effort, au dépassement. Et il me disait toujours, il ne faut jamais tricher dans la vie. Dans la vie, il ne faut jamais tricher, quoi que l'on fasse. Il faut le faire avec conviction, il faut le faire avec volonté, avec le cœur. Et si on a ça, on endure tout, on supporte tout. Voilà. En tout cas, pas évident comme début d'expérience. Donc, le papa, la famille redécide donc ce départ vers la métropole. Alors, non, en fait, le papa, il revient sur les Comores. Il s'installe dans la maison familiale. Au moment où moi je m'apprête à partir. D'accord. Parce que ça faisait déjà quelque temps que je ne vivais plus chez papa et maman. Donc nous nous sommes presque croisés, quoi. D'accord. Donc moi je suis parti chez mon frère et puis là c'était pour le coup l'indépendance, quoi. J'étais pas boursier. J'arrive en chemisette au mois de novembre à Paris. Il faisait 9 degrés. Un traumatisme. Oui, c'était... Quand on arrive du soleil, c'est vraiment un traumatisme. C'est bizarre. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Bon, je ne ressentais pas encore le froid parce que je venais d'arriver. J'étais un peu dans l'euphorie. Et j'avais de la vapeur. Voilà, on se dit... même il y a de l'écume qui sort. J'en veux, quoi. Je veux dire, on est... ça fait bizarre. Et donc là, les études. Et donc là, les études, c'était... Bon, à l'époque, il n'y avait pas une pléthore de séries comme actuellement, série L, L1, H, machin. À l'époque, on était C, A ou D. Oui, il me semble. Voilà. Donc moi, j'ai fait une série C parce que j'avais quelques aptitudes en mathématiques et en physique. Donc, bac C, et puis voilà, comme je l'ai dit, bac en septembre. Mais il fallait une vraie volonté quand même. Bah oui. C'est là où je me dis... Avec tous ces débuts de démarrage, c'est là où Madagascar, la leçon du père a servi, quoi. Je ne suis pas arrivé dans un monde tout cuit. Il fallait batailler, tous les jours, il fallait batailler. Bon, c'est sûr, j'avais mon frère, donc bien sûr, mais bon, démarrer une scolarité quelque part, partir en cours d'année, revenir, démarrer dans un nouveau système. Parce que j'avais pas
À ce moment-là, j'avais pas, il vivait d'une pension de retraite militaire, donc il n'avait pas la capacité de subvenir à nos besoins là-bas. J'avais pas une bourse d'études. Il fallait faire des petits jobs, les vendanges, la planche, en fait, tout ça, quoi. Hein. Et quand on a 18 ans, voilà, c'est pas vraiment ce à quoi on aspire. Mais ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Mais tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Donc, dans le sud ? Dans le sud, à Nice, effectivement. Donc, j'ai fait le bac là. J'ai fait, à l'époque, ce qui s'appelait le DEUG, le diplôme d'études universitaires générales, une licence, une maîtrise. Et c'est là où j'ai suivi la filière informatique jusqu'à un bac plus 5 informatique. À l'époque, ça s'appelait un DESS. On était dans les quelles années, là ? Là, nous sommes en 84. 84. Voilà. Donc, informatique, pas évident. On était au début. Oui, c'était un peu le début. On était. En tout cas, de la mini, je veux dire. C'était même la grosse informatique à l'époque. Encore dans la grosse. T'étais. Les gros IBM, les gros C'est des gros Cray XMP. J'étais dans un monde nucléaire. Je travaillais à Cadarache, au centre d'études nucléaires. Voilà, donc tu es dans un monde secret défense, dans les projets secret défense. Donc voilà, c'était à l'époque là. Donc mais qu'est-ce qu'il fallait ? Fallait être matheux là. Tout à fait. Fallait être plus matheux que littéraire là. Hein. Plus matheux que littéraire, c'est clair. Donc voilà, c'était peut-être ma destinée. Et puis voilà, j'ai suivi ça. Alors j'ai fait ça de 84 jusqu'en 96. Hein. En 96 où voilà, j'ai décidé de venir à Mayotte. Et là, à cette époque, l'informatique, c'est encore une fois un nouveau monde. C'était un nouveau monde. Donc, parce que ici, c'était de la micro-informatique, par contre. Ici, c'était la micro. Même plus, à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était des terminaux passifs. Il n'y avait pas une intelligence, c'était pas les disques durs avec de grosses capacités. Du temps où je faisais les études, quand on avait un disque qui faisait 20 mégas, il était aussi grand que le poste téléviseur. Oui, on les prenait avec des grosses poignées. Aujourd'hui, on a 32 gigas dans notre poche, dans une clé USB. Enfin, on mettait des grosses bandes magnétiques. Exactement. Des grosses machines qui lisaient tout ça. Tout à fait. Et on avait toujours peur que ça se découpe. Exactement. Mais c'était quand même un monde nouveau quand même pour les. C'était un monde nouveau. C'était un monde nouveau. C'était là. Et là aussi, c'est un monde où même jusqu'à maintenant... C'était un peu l'équivalent du Far West pour les États-Unis, quoi. Un peu, un terrain vierge. Un peu, c'était la Silicon Valley. Après, nous, en France, c'était Sophia Antipolis. Et là, d'ailleurs, j'ai fait ce qui s'appelait aussi aujourd'hui le Master 2, le DESS. Hein, donc, il y avait un pôle d'excellence à Valbonne. Donc, c'était un peu l'équivalent à petite échelle de la Silicon Valley. Et alors, donc, on continue cette formation, on a tous les diplômes. Donc, en 84, j'ai commencé à travailler. Donc, j'étais ingénieur d'études, je faisais des développements. Donc, sur place, on se dit, on va se continuer. Alors, il y a eu la formation, mais là, maintenant, on va prendre de l'expérience. Voilà. Donc, j'ai travaillé au sein d'une même société avec d'autres clients. Et puis, après, je suis allé à Toulon, à la marine. J'ai travaillé sur le sous-marin nucléaire, ce qui s'appelle actuellement le Charles de Gaulle. D'accord. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé à Eurocopter, dans le monde des hélicos. Et puis... voilà. Carrément, les nouvelles technologies, absolument. le secret défense, etc., etc. Absolument. Là, c'était typiquement, il fallait animer une plateforme d'essai d'équipement en vol. On travaillait avec les pilotes, donc c'était des gens un peu fous, mais pas si fous que ça, parce qu'ils tenaient quand même à leur peau. Et quand il y avait un nouveau dispositif, il fallait l'essayer. Et quand la bonne idée leur venait à 19h, à 19h, il fallait être sur la plateforme. Et grosso modo, on avait quel âge à peu près à cette période-là ? C'est quoi, la vingtaine passée ? Oui, la vingtaine passée, oui. Mais ce qui veut dire qu'un enfant, en 20 ans, il peut passer de quasiment rien à Madagascar, tout à fait, à un monde surréaliste, hyper moderne et hyper complexe. Tout à fait. Sans l'accompagnement... Moi, je vois maintenant, avec quand les jeunes, ils ont la chance, aujourd'hui, c'est tant mieux. Donc, ils ont la DASU, ils ont la DOM, ils ont toute une infrastructure qui les accompagne, ils sont attendus là-bas. Et on ne parle même pas des difficultés de déménagement, de changement d'école, de changement de scolarité, de changement de pays. Absolument. Ah ouais, comme quoi il y a une vraie faculté d'adaptation. Et vous l'avez senti, ça ? Ah oui. Qu'on part de rien du tout, d'un endroit où il n'y a quasiment pas de voiture, j'imagine, à Madagascar à l'époque. Absolument. Et arriver là à la haute technologie, aux hélicoptères qui se pilotent tout ça. Moi, j'avais même pas de vélo. J'imagine. Oui. Donc,
Je suis parti des balades à pied à la voiture pratiquement, quoi. Des journées entières de découverte, d'étonnement, j'imagine. D'étonnement, beaucoup d'étonnement, ouais. Mais beaucoup de, comment dirais-je, de constats. Ouais, mais il fallait faire attention. Ouais. Parce qu'on se dit, tout ça, ça peut déraper d'un moment à l'autre. Surtout quand on a connu, donc, parce que c'était revenir à ce que un accident assez lourd où j'aurais pu y rester. Hein. Donc c'est clair, j'en porte encore les séquelles. Ouais. Mais bon, donc quand on en sort, on en sort un peu forgé mentalement, voilà. Donc là, vous parlez de cet accident voilà. De la vie, un peu. Oui, l'accident de circulation, tout bêtement. Hein. Donc je dois avoir 19 ans, 18-19 ans à Nice. Hein. Donc accident de la circulation. Classique. Pas si classique que ça, hein, parce que 3 mois d'hospitalisation, traumatisme crânien, c'est. Mais je veux dire lourd, par contre. Voilà, très lourd, oui. L'accident de la circulation qui impacte. Qui impacte une vie. Et c'est curieux parce qu'on tombe dans un milieu hospitalier où on trouve plus grave que soi. C'est marrant. Et puis on se dit, on relativise tout. Et puis bon, quand ça le fait, parce que quand je suis sorti de là, je bougeais pas. Hein, le médecin il savait pas si j'allais bouger ou pas. Si. Donc, mais bon, on prend ça avec beaucoup de calme. On n'est pas paniqué. On se dit voilà, c'est comme ça. Hein, si je dois rester immobile, je resterai immobile. Voilà, mais c'est comme ça. C'est curieux la force morale qu'on a. Pose certaines questions. Ah oui, ça interroge. Ça interroge. Qu'est-ce qui décide le retour à Mayotte? Des événements familiaux, la perte du père, un frère qui décède d'un accident de la circulation, et puis voilà le mal du pays, quoi. Donc au bout de 20 ans, on se dit allez, on plie bagage. Je commence à comprendre ce que c'est que le froid. Au début, c'était marrant. Là, le froid était entré parce que voilà, là pour le coup, j'avais femme et enfant. Ouais. Donc il fallait transbahuter tout ça. Donc voilà, donc tout le monde est venu ici. Alors quand on part de là-bas, c'est facile de partir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas facile parce que, mine de rien, on a un job. Ouais, on est dans donc, on est dans la sécurité. Voilà. Puis, on se dit, si je lâche une branche, il faut que j'en attrape une autre. Est-ce que ce sera la même? Voilà, donc c'était pas évident. Mais je connaissais pas. Donc, un vrai pari. Un vrai pari. Ouais. Un vrai pari. J'avais juste un ami qui m'a dit, tiens, viens, parce que il y a des choses à faire. Donc, il m'a facilité l'entrée. Mais alors, justement, pourquoi Mayotte? Pourquoi Mayotte? Parce que tout simplement, c'est l'endroit où je pouvais atterrir sur la région. C'est clair. Et donc la famille était revenue à Mayotte pendant ce temps-là? La famille est revenue à Mayotte. D'accord. Et puis, les hasards de la vie a voulu que, ce qui est mon ex-épouse, puisqu'on s'est séparés, a voulu retourner en métropole. Et donc moi, je suis resté là, mais depuis, je me suis remarié. Et puis voilà, quoi. J'ai refait une autre vie. Et la vie suit son cours. Et la vie suit son cours avec ses joies, avec ses peines. Oui, avec ses hauts et ses bas, comme pour tout le monde. Donc le retour à Mayotte, un retour qui se passe bien? Qui se passe très bien. Professionnellement parlant, pas de problème? Oui, professionnellement parlant, pas de souci. Au début, j'étais dans une société informatique locale. Et puis après, j'ai trouvé une ouverture dans ce qui s'appelait encore à l'époque la CPS, la Caisse de prévoyance sociale. J'étais l'unique informaticien de Et c'est vrai qu'il y en avait besoin, là, j'imagine. Et voilà, donc, et puis, depuis, la CPS est devenue une CSSM, un organisme. À l'époque, on était une trentaine. Aujourd'hui, il y a plus de 200 salariés. Il y a 7 personnes qui s'occupent de l'informatique, dont je suis le responsable. Voilà, donc ça suit son cours. On est rentré dans le droit commun. Il y a les évolutions que l'on connaît, la carte vitale dont tout le monde parle. Les relations avec les caisses nationales, la direction de la sécurité sociale. L'entrée dans la France sociale. Absolument. Donc voilà. Et pas évident à faire comprendre tout ça à Mayotte non plus, quand même. Aussi. La sécurité sociale, c'est pas quelque chose. Si, les gens, ils sont demandeurs. Là, je vois, il y a une protection sociale qui va se mettre en place pour les exploitants agricoles. Les gens, ils sont volontaires pour venir s'affilier. Les gens, ils sont demandeurs. Je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive quand même dans un endroit où on installe les choses. Absolument. Donc ça, c'est génial quand même. Ah oui, c'est très génial. Moi, je sais que quand je pars en métropole, je parle avec mes collègues, ils disent mais ce sont des expériences uniques. C'est pas donné à tout le monde de voir naître un régime de protection sociale. Déjà, rien que le fait que on avait un nom particulier. CPS. On était la CPS. Oui. Et on devient la Sécu.
Absolument. Une expérience unique dans une vie. Oh, oui, et puis, ce sont des évolutions qui sont amenées à se poursuivre. Hein. Bien sûr. Mais on a un peu privilégié je veux dire, en termes de gestion de carrière, c'est assez vendeur. Il manque rien quand on rentre à Mayotte. Oh si, il manque pas mal de choses. Mais on a l'essentiel, on a les relations humaines. Ouais. Et ça, c'est l'essentiel. La chaleur humaine. Tout à fait. Et ça, je parle pas de la température. Oui. C'est vraiment le sentiment d'appartenir à une société. Surtout à l'époque. Ah oui. Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir intégré une structure comme Vautour, ça m'a facilité, ça c'est clair. Ouais. Alors on va y arriver au Vautour, puisque donc il y a aussi cet engagement sportif qui est important pour vous. Sportif et même sociétal, je dirais. Ouais. Parce que, comme on a coutume de dire, nous, l'équipe dirigeante du club, en fait, le basket, c'est un prétexte. Bien sûr. Mais le vrai job derrière, c'est vraiment maintenir le lien avec les jeunes générations. On a des jeunes qui, hélas, sont livrés parfois à eux-mêmes. De plus en plus. Tout à fait. Donc, il n'y a pas vraiment cet échange avec les parents. Moi, il y a des jeunes qui se confient assez facilement en moi pour des choses dont je sais qu'ils n'en parlent pas avec leurs parents. Ils n'ont pas un cadre d'évolution non plus très... Voilà. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur dise à chaque fois « Ah bah oui, mais vous êtes ceci, nous, de notre époque... » Voilà, c'est l'affrontement entre les générations. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. C'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre. Ils ont besoin d'être pris en compte tels qu'ils sont et avoir quelqu'un à qui livrer leurs incertitudes pour avancer. Et ça, je l'ai avec ces jeunes-là et je donne beaucoup de mon temps, pas mal de mon argent aussi. Beaucoup de mon énergie, mais je le fais avec énormément de plaisir. Et j'ai des échos très favorables de ces jeunes-là qui me le renvoient. Et voilà. Le sport, vous en avez pratiqué personnellement, j'imagine? Oui, j'en ai fait dans ma prime jeunesse. C'était plus du football et de l'athlétisme. Le basket, comme ça, j'étais pas un foudre de guerre en basket. Je suis tombé comme ça par hasard. Par hasard. Voilà, mais mon truc, c'était plus le football et l'athlétisme. Il y avait une marmite là et on est tombé. Voilà, il y a de la lumière. J'ai poussé la porte et puis voilà, on m'a dit assois-toi là et puis depuis, je suis là, quoi. Et ça, depuis combien d'années maintenant? Ça fait 17 ans. 17 ans dans les... Ça fait 17 ans, bientôt Vautours. 18 ans chez les Vautours. Et ouais. Ah ouais, tout à fait. Et puis on y laisse en plus des plumes régulièrement chez les Vautours. C'est clair. Forcément. Sinon, ça n'aurait pas de charme. Mais bien sûr, mais bon, c'est le monde associatif aussi. C'est clair. C'est un engagement, le monde. C'est un engagement. C'est un engagement humain. C'est un engagement citoyen, bien sûr. Je pense. Heureusement qu'on on a des gens qui nous accompagnent, qui nous disent bravo pour ce que vous faites pour nous. Tout récemment, moi, j'ai échangé avec un grand dirigeant d'une entreprise internationale qui est basée à Mayotte et il m'a dit cette phrase-là, ça m'a marqué, il m'a dit « Bravo pour ce que vous faites pour nous tous ». Quand on entend ça, on est... Voilà. On est fiers. On est fiers, hein. On se dit, bon... Et c'est sur cette phrase-là que nous, on va partir dans ce Studio 100 du côté de la pub. On revient très vite. Je vous rappelle notre invité aujourd'hui, Monsieur Keldi Abdoul Hamidi. Il est né le 4 décembre 57 à Madagascar. On va continuer à découvrir sa vie et ses espoirs sur Mayotte juste après la pub. À tout de suite. Bonjour Wine Patounette, how are you, Doudou? Oh! Oui. Oh! Aïe! Attention, vous dépassez la barre bleue. Aïe! Mais gros que ce le Bonjour. Non, ça, je peux pas faire ça. Si, ça vous pouvez. Oui, Par contre, la main comme ça, c'est... moyen. On va lundi, on vous coupe le bras gauche, hein, je vous le dis, moi.
Et bien voilà, bon retour dans ce numéro de Studio 101. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Monsieur Keldi Abdoul Hamidi. Avec lui, on a fait une bonne partie déjà de sa vie. Maintenant, on va revenir un peu plus général sur Mayotte. Combien d'années donc maintenant à Mayotte ? Depuis 96, hein. Ça fait quoi ? Ça fait 18 ans. Et ouais, ce qui nous donne le droit d'en parler. Tout à fait. Ah. D'en avoir une certaine vision. Ouais. C'est sûr. D'en avoir eu même plusieurs. Ah oui, plusieurs. Puisque Mayotte d'hier et Mayotte d'aujourd'hui, quel écart. Quel écart. Et Mayotte d'avant-hier encore, quel écart. J'ai eu l'occasion de passer à l'occasion d'une escale en avion, mais ça remonte, hein, c'était en 72. Et puis voilà, Mayotte, quand on voit le bel appareil qu'on a là, l'aéroport, c'est formidable. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup reste à faire encore. Mais c'est clair qu'en termes d'infrastructure, c'est pas pareil. En termes de prise en charge de l'éducation sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'éducation au sens traditionnel du terme ou éducation à la santé. Il y a un tissu associatif formidable, des infrastructures qui sont mises en place, qui demandent à être améliorées, bien entendu, mais qui ont le mérite d'exister et qui rendent beaucoup de services. Surtout quand on voit d'où l'on vient. Surtout quand on voit d'où l'on vient. Puisque, tout à fait. Vous l'avez vu vous-même, on part de si loin. Tout à fait. Et ça a été quand même fait relativement vite quand même. Très vite, je pense. Ouais. Très vite. Peut-être même trop vite. J'ai peut-être pas, même si j'ai 56 ans, j'ai pas le recul suffisant pour dire à quel point ça va très vite, mais j'ai quand même la sensation que ça va très vite. Je veux dire, ne serait-ce que par l'histoire, j'ai l'impression qu'on nous fait faire en 20 ans ce que d'autres ont mis peut-être des siècles. Au minimum 5 ans pour les derniers. Ne serait-ce que la sécurité sociale qui date de 45. Nous, il faut qu'on fasse tout au forceps. Il faut aller... Tout à fait, c'est un bel exemple d'ailleurs. Tout à fait. 45 ans métropole, nous, c'est bien après. Absolument. Donc un gros travail. Monsieur Keldi, on se sent mahorais. Absolument. Absolument. Vous le revendiquez? Je le revendique, oui. Je veux dire, je me sens mahorais dans la mesure où, comme on dirait, mon centre d'intérêt matériellement se trouve ici, tout mon engagement se trouve ici. Et quand je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je peux faire, et pour moi et pour mon entourage, pour améliorer les choses. Et pour ce pays. Et pour ce pays, c'est clair. Donc, à mon niveau, oui, tout à fait. Et c'est un engagement de tous les jours et je me sens pleinement mahorais. Et en ayant vu tout ça de manière un peu loin, est-ce que c'était le bon choix que Mayotte a fait? Je pense, je pense. De toute façon, l'histoire le dit, l'histoire le montre, c'est clair. Et ce choix-là met en lumière aujourd'hui le dénuement qu'il y a autour, avec la misère qu'il y a autour, avec le lot. Moi qui viens de la petite terre, quand je vois des embarcations qui sont prises par la PAF, ça fait un pincement au cœur. Je me dis, voilà des gens qui essayent de se battre pour essayer de trouver une issue, pour simplement le quotidien. Et voilà, ils prennent des risques inconsidérés, et puis au péril de leur vie. Ce qui veut dire que ces anciens, dont on parle assez souvent, qui avaient fait le choix de Mayotte française, ils étaient sacrément clairvoyants à l'époque. Tout à fait. Ils étaient surtout casse-cou, je pense. C'est vrai. Parce qu'il faut oser. C'est vrai. Il fallait oser à l'époque. Aller à contresens. Je ne sais pas si nous sommes capables de tous les pays qui demandaient, eux, leur indépendance. Absolument. Et puis de le dire. Je veux dire, ils le disaient à Mayotte, mais ils le disent à Paris, ils le disent au Canada, ils le disent partout. Dire, nous, on a fait ce choix-là et puis on l'assume. C'est comme ça. Il faut nous respecter comme tel. Je veux dire, il faut le faire. C'est pas chose aisée, Et puis, ils ont pris des coups. Il y en a qui ont laissé Ils l'ont payé. Oui, c'est clair, oui. Et ils le payent encore. Et ils le payent encore, oui. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, quand on se lève le matin, on se dit, moi, à mon niveau, sans être aussi héroïque, qu'est-ce que je peux faire sous ma petite lorgnette pour apporter quelque chose au moins à la jeunesse. C'est clair. Tout à fait. C'est clair. Et c'est ainsi qu'on fait 17 ans à vos tours. Et voilà. Un choix qui aurait pu être dangereux même. Ben oui. Puisque ça aurait pu aussi tourner à la guerre civile ici.
Oui. À certaines périodes. Peut-être bien, oui, peut-être bien. J'ai pas connu cette période-là pour en parler, mais ça a été un choix difficile. Ouais. C'est pas quand évident, on voit la fougue de ces personnes-là et quand on voit le regard de ceux qu'on a encore la chance d'avoir en vie, on se dit, ce sont des gens qui ont du vécu, ils ont du parcours. Est-ce qu'à votre avis, la France a traîné la jambe sur le fait de reconnaître Mayotte française ? La France a fait... ce qu'elle devait faire. Je pense, ouais. Je pense. Parce qu'il y a quand même eu la pression des Nations Unies. Je veux dire, avec ce double paradoxe... d'un territoire qui géographiquement fait partie d'un archipel, bien sûr, mais avec un peuple qui clairement dit nous on appartient à la population française. Donc voilà. Et donc de dire cette composante-là, il faut la faire respecter. Et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et ce qui est heureux de voir, c'est que les pouvoirs se sont succédés, mais le langage il est le même. Que ce soit Jacques Chirac, que ce soit de gauche ou de droite, oui. Il y avait quand même un François Hollande récemment. Je veux dire, la parole de la République, elle est la même. On n'a pas l'impression que les uns et les autres ils font avancer les dossiers avec la même célérité, mais la conviction, elle est profonde, elle est la même. Et voilà. Donc... ça veut dire que eux, en fait, les gens qui ont mené cette lutte-là, qui ont parlé avec la même voix, ben, ils ont été entendus par toutes les personnes de tous bords. Qu'ils soient de gauche, de droite, centriste. François Bayrou est venu ici, il avait la même conviction aussi. Quand il est venu ici, il est venu dans un territoire français. Il ne venait pas dans un pays étranger, quoi. Il n'y avait pas de confusion. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après cette entrée de Mayotte dans la France ? Qu'est-ce qui se passe entre, vous m'avez dit 18 ans, entre ces jeunes qui couraient entre deux maisons puis qui disaient Mzougou, Mzougou, qui adoraient un Mzougou, et aujourd'hui c'est caillassage. Qu'est-ce qui s'est passé ? À mon sens, aujourd'hui, en 18 ans, il va falloir que le Mahorais trouve sa place, tout simplement. Qu'il voit plus loin que Mayotte. Que le Mahorais s'émancipe et qu'il prenne ses responsabilités et qu'il avance. Pourquoi ? Parce que la France, il en parlait, mais il restait Mahorais. Tant qu'on reste à Mayotte, vous savez, on a... Alors, l'insularité, ça oblige un peu. C'est réducteur. C'est réducteur. Alors, quand on a la chance de partir, des fois, on reste entre nous. On reconstitue la communauté plus loin, à 10 000 km. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment rentrer dans le système français, dans le système européen maintenant, puisque nous sommes des Européens. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes enfants aujourd'hui, nous, on était à peu près certains de faire des études dans un environnement français, de travailler pour une société française. Mais vous, je ne sais même pas où vous ferez vos études supérieures. Ça se trouve, vous allez les faire en Allemagne ou en République tchèque. Et puis, vous allez vous retrouver en concurrence sur un poste avec quelqu'un qui vient de Singapour ou de Chili. Je veux dire, on est dans un contexte mondialisé. Et donc, c'est cet environnement-là que le Mahorais, avec sa petite superficie, avec son, même si on est le plus grand lagon fermé du monde, je veux dire, on reste quand même un petit territoire, il faut qu'on s'ouvre. Et une histoire courte. Très grande. Il faut aller vite. Il faut aller très vite. Et c'est pas évident. Quand on voit les anciens reportages là, qui datent un peu, là, on se dit c'est vrai, c'est Et donc tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Il y a des gens qui sont à la traîne, clairement. Comment les tirer ? Ça fait des oppositions, hélas. Ça fait des antagonismes. Mais c'est Mayotte qui se construit. Je pense que c'est Mayotte qui se construit. Il faut arriver à maîtriser tous ces phénomènes-là et, si possible, s'arranger pour qu'il n'y ait pas de laisser pour contre. Et Est-ce que on a tous les échelons quand on veut construire une maison, et prenons Mayotte comme une maison, il faut un dessinateur, il faut plein de choses, il faut des gens qui connaissent, des gens de métier. Est-ce que nous, on a toujours eu les gens de métier qu'il nous fallait à Mayotte ? Alors là, le sujet est vaste, je ne peux pas avoir la prétention d'apporter une réponse. Mais je crois savoir, pour avoir un peu suivi le dossier, il y a des organismes de formation, par exemple, quand ils ferment, ça interroge. On se dit, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ces gens-là ? Après, on entend qu'ils vont rouvrir. Voilà.
Mayotte a besoin d'être formé, Mayotte a besoin d'être accompagné, Mayotte a peut-être besoin de fonds, mais il a peut-être besoin d'experts pour accompagner les Mahorais à faire bon usage de ces fonds-là, à développer les bonnes initiatives, ceux qui ont les bonnes idées, entre avoir une bonne idée et réaliser une bonne création d'entreprise, il y a tout un chemin. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut encore avoir les experts. Moi, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion récemment de parler avec un aquaculteur. Je veux dire, c'est un secteur en devenir. Mais je veux dire, vous vous rendez compte, les gens qui viennent à Mayotte, ils disent les 2/3 de la beauté de Mayotte est dans la mer. Alors pourquoi la mer ne génère pas les 2/3 des emplois? C'est fou. Ça veut dire qu'il y a de la marge de progression énorme. Alors, justement, ces richesses, elles sont où à Mayotte? On parle souvent de la mer. Tout à fait. Les richesses, elles sont là-dedans. On nous parle du tourisme qu'il faut développer, soit. Il y a peut-être un secteur tertiaire qu'il faut mieux encourager, faire en sorte que les entreprises se développent et que les salariés trouvent leur compte. Il y a un dialogue social à construire, qui se construit malgré tout. J'ai pas l'impression que le dialogue social il soit plus difficile à Mayotte qu'en métropole. Il prend sa forme, en tout cas. Il prend sa forme. Je veux dire, les relations qu'il y a entre le MEDEF local et les syndicats locaux, j'ai l'impression qu'ils sont plus apaisés qu'ils peuvent l'être en dehors de Mayotte. Même s'il y a des conflits qui sont douloureux, comme actuellement on en connaît, mais je veux dire, ça c'est l'exercice démocratique. Et l'autre richesse que l'on a souvent tendance à dire à Mayotte, la jeunesse. La jeunesse. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette jeunesse, puisque vous les connaissez par les vautours? Et entre autres, si vous êtes aux vautours, c'est pour leur répondre. Ce que j'aimerais dire, c'est plutôt aux gens de mon âge, à dire, un peu comme Mayotte, on se dit qu'il ne faut pas qu'on voit sur le petit bout de notre lorgnette à nous, il ne faut pas que chacun se dise « moi je vois midi à ma porte ». Il y a beaucoup de gens, c'est bien déjà, s'ils le font, ils s'occupent de leurs propres enfants et puis ils en restent là. Si on a la possibilité d'aller au-delà, il ne faut pas hésiter à aller au-delà. Il y a beaucoup de jeunes, moi je vois ne serait-ce que dans la commune de Daoudi l'Abattoir, nous on est à Vautour. Mais vous vous rendez compte, Vautour c'est quoi? Vautour c'est pas plus que 100 adhérents. Pas plus que 100 adhérents. C'est vrai que c'est pas... Dans une commune qui compte 15 000 habitants et dont on sait qu'environ 60% de jeunes. Exact. Ça fait beaucoup. Je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Arithmétiquement, on est loin du compte. Bien sûr. Mais c'est déjà ça. Alors, si on était plus nombreux en tant qu'adultes à nous intéresser à ces jeunes-là, moi, je pense que tous ensemble, on pourrait leur apporter. Parce qu'on leur dit, vous êtes la richesse. Mais qu'est-ce qu'on construit à côté pour eux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'endroit aujourd'hui. Ici, il y a des initiatives qui germent à droite à gauche. Mais je veux dire, il n'y a pas d'endroit où on se dit, bon, les jeunes, ils vont se retrouver, et puis il y a pléthore d'activités. Il n'y a pas. Il faut qu'on les crée. Et on ne peut pas dire, on attend que ce soit la mairie qui le fasse, on attend que, Ou que ce soit les jeunes eux-mêmes qui le fassent. Voilà. C'est à nous de le faire. Voilà. C'est notre rôle d'adulte. Tout à fait. Alors, ces jeunes-là, il y en a qui arrivent à un âge de voter. Donc, ça veut dire que clairement, ils participent à la démocratie. Il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils disent clairement à ceux qui prennent les pouvoirs, nous attendons clairement que vous nous envoyez des signaux pour dire, vous avez compris que nous existons. Et quand vous êtes là-bas, nous attendons que vous parliez de nous. Nous sommes là, c'est important. Et c'est vrai que à ces jeunes-là, j'aurais envie de leur dire, quoi qu'il en soit, il y a des valeurs morales qu'il faut cultiver. Et quand je dis il faut les cultiver, on peut commencer à les cultiver dans les associations. L'association, c'est le premier niveau de l'insertion dans la vie active. On apprend qu'il y a des règles. Mais tout à fait. Voilà, il y a des règles. Même si nos associations vivent un peu de travers, je le reconnais, mais il y a des règles, il y a des droits et des devoirs. Je veux dire, c'est le premier endroit où on apprend ça dès le jeune âge. Tout à fait. Moi, mes jeunes basketteurs, je leur dis, vous jouez au basket aujourd'hui, demain le basket s'arrêtera. Et qu'est-ce qui restera de ça? C'est la volonté d'aller au-delà de soi, de ne pas tricher. On est dans un sport collectif, chacun doit apporter. Mais ça, vous l'aurez dans une entreprise, vous l'aurez dans une... Quel que soit l'endroit où vous aurez... Quand vous aurez cultivé ces valeurs-là, vous n'aurez pas de mal à vous insérer. Et ça,
si vous avez des diplômes, c'est une bonne chose, mais si vous avez ces valeurs morales-là, forcément, ça peut être un atout en plus. Et ouais. Étant au Vautour, j'imagine que vous pensez que le sport peut être un bon moyen. Moi, je reste persuadé que les Mahorais sont sportifs. Le sont-ils ? Les Mahorais sont sportifs. Ils sont taillés pour, soyons honnêtes. Les Mahorais sont sportifs. Vers quel sport, mais ils sont sportifs. Absolument. Les Mahorais sont sportifs. On peut en faire des champions. Absolument. Moi, je vois, ne serait-ce que dans le monde du basket que je connais, aujourd'hui, on a 6 ou 7 équipes de très grande valeur qui peuvent se mesurer à une bonne équipe de National 3, voire de National 2 métropolitaine, alors que nous n'avons pas les mêmes moyens. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. En plus, on n'a pas les mêmes moyens. Alors qu'est-ce qui se passe ? Parce que il se trouve que dès le jeune âge, on est sur les terrains. Ouais. Donc nos jeunes développent des aptitudes physiques et je dirais presque mentales, naturelles. Ouais. Parce qu'il faut se batailler. Quand les jeunes ils se retrouvent avec un ballon, il faut s'affirmer. Il faut y aller. C'est la gagne. Même si on ne le fait pas dans un cadre réglementé, avec une ligue, avec des règles. C'est vrai que l'esprit de compétition, il est très mal. Voilà, absolument. Donc l'esprit de compétition... J'allais presque dire dans des affrontements entre villages, parfois c'est ça, c'est l'esprit de compétition. C'est l'esprit de compétition poussé vraiment qui déborde parfois. Voilà. Et c'est là où je dis, nous adultes, on doit y participer pour apporter la mesure. Mais faire tomber un peu la pression. Faire tomber un peu la pression. Mais l'esprit de compétition, le Mahorais, il l'a. Alors, pourquoi on n'arrive pas à avoir plus de grands sportifs ? Alors, je pense qu'il y va de l'éloignement. Je prends l'exemple, que ce soit du basket ou du football. Donc, c'est quelque chose qui va changer. J'espère. J'espère. Je crois savoir qu'il y a des recruteurs en football, par exemple, qui commencent à regarder du côté de Mayotte. Qui ont enfin compris qu'il y avait un endroit ils disent qui s'appelle Mayotte. Il y a Tofilou Maoulida qui a fait le beau jour de pas mal de clubs. Ils disent il y a peut-être des Tofilou Maoulida. Donc c'était surtout de la méconnaissance de eux. C'est clair. Mayotte est un petit territoire, donc les gens, vous savez, les grands internationaux africains, ils sont du Sénégal, ils sont du Cameroun, donc ils ont tendance à aller vers là-bas. Bien sûr. Mais nous, on a des gisements de jeunes aussi. Donc, si ces gens-là, ils commencent à s'intéresser à nos jeunes, c'est sûr qu'ils vont recruter. Alors, nous, derrière, on essaie. C'est ce qu'à Vautour, on a essayé de faire. En poussant, nous, on avait un jeune qui s'appelle Issa Soufou, qu'on connaissait ici sous le nom de Mala, et qu'on a fait partir. Mais sans aucune compensation financière. Uniquement parce qu'on a cru en lui et on l'a poussé. C'était un pari difficile et pour lui et pour nous. Parce que nous, il fallait qu'on apprenne à vivre sans lui. Bien sûr. Mais lui, il arrivait de l'abattoir à Épinal en termes de différence de climat, dans un environnement qui n'est pas le sien. C'était pas évident. Mais bon, il a été un peu pionnier. Puis aujourd'hui, on a des jeunes qui vont très loin. Et je pense que les générations qui viennent, nous, on a des générations, des jeunes de grande taille. Moi, j'ai un fils qui a eu 9 ans ce week-end et qui a presque ma taille. Voilà. Je veux dire, cette génération-là, il faut puiser dedans. On leur donne des bases. Et là où on doit pouvoir affirmer les jeunes, c'est il faut qu'on arrive à les porter loin dès le jeune âge. En ce moment, par exemple, à Vautour, ça, c'est un de mes chevaux de bataille. Je m'occupe de l'école de basket. Et l'école de basket, c'est à partir de 6 ans. Et je me dis, ces jeunes-là, dès leur jeune âge, à 9 ans, il faut que j'arrive à les faire participer dans des tournois en métropole. Bien sûr. Qui voient les meilleurs et qui puissent être vus comme pouvant faire partie des meilleurs. Et ça, c'est un gros pari. Là, je lance un appel. Toutes les personnes qui peuvent nous aider sont les bienvenues. Nous avons déjà des gens qui sont positionnés, mais pour l'instant, on est loin du compte financièrement. Mais je me dis, il faut que j'arrive à emmener une équipe, voire 2, en métropole de jeunes, parce que nous attendons d'avoir 17 ans pour aller en métropole, pour voir être vu. Mais c'est trop tard. C'est presque tard. La carrière... Si on doit s'affirmer, quel que soit le sport, c'est dès qu'on a 12, 13 ans, 14 ans. Voilà. Dès qu'on a 15 ans, c'est fini. C'est fini. On a déjà presque un Et c'est ça qu'il faut que nous, on arrive à faire. Nous, on essaie de le faire au niveau de Vautour, mais moi, je dirais,
toutes les ligues devraient le faire. Habituer nos plus jeunes, nos sélections de jeunes, à aller en métropole. Il ne faut pas attendre que les jeunes ils aient 17 ans pour les envoyer là-bas. Non. Quand on est jeune, on ne se pose pas de questions. On y va. Quand on est plus grand, on commence à... Oui, j'ai eu froid. J'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. C'est clair. J'ai plus ma copine. Et donc, si on arrive à emmener les jeunes, je pense que de plus en plus, on aura des jeunes qui seront vus et qui seront préemptés pour entrer dans des grandes structures qui en hand, qui en basket, qui en football ou en rugby. Et qui perdront pas de temps. C'est clair. C'est-à-dire qu'ils seront dans l'appareil et là, on en fera vraiment quelque chose. C'est clair. Alors qu'ici, il y a un peu de déperdition quand même. Absolument. Absolument. C'est là où il faudrait que nous, on ait une structure d'accompagnement sur place pour ces jeunes-là, pour qu'ils ne se sentent pas coupés de Mayotte. Un crêpe, ce genre de choses Par exemple. Pour déjà les mettre à l'étrier. Absolument, absolument. Mais on a des jeunes de grand talent et ces jeunes-là, ils vivent avec leur talent naturel. C'est de l'or pur, mais il faut le raffiner. Oui, de l'or pur et une vraie richesse en tout cas. Oui, absolument. Monsieur Keldy, il nous reste 4 minutes, ça va trop vite. S'il y avait des merci à donner, après cette grosse partie de vie là. S'il y a des merci à donner, merci au bon Dieu déjà de m'avoir laissé en vie et de m'avoir permis de vivre ça. Merci à ma femme de me supporter. Parce que quand je donne du temps dehors, je lui donne pas du temps à elle. Bien sûr. C'est pas évident, donc elle le fait avec beaucoup d'élégance. Je la remercie du fond du cœur. Et puis merci à tous ceux qui tous les jours m'accompagnent. Et quand je dis tous ceux qui m'accompagnent, sont les collègues dirigeants de Vautour, mais même les dirigeants d'entreprise qui nous accompagnent dans cette aventure-là. Il y en a quelques-uns. Et ceux-là, je les remercie énormément et je les encourage à persévérer dans leur volonté, à nous donner les moyens pour réussir le défi que nous essayons de mener au quotidien. Surtout qu'eux aussi n'ont pas le retour qu'ils devraient avoir comme s'ils étaient en métropole. Soyons bien honnêtes. Même les entreprises, elles n'ont pas du tout le même retour. C'est clair. Mais bon, on y arrivera, M. Kelly. J'espère. Je suis un optimiste né, donc j'espère qu'on va y arriver. Et à votre Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise le jour où vous arriverez? T'as bien bossé, mon petit. Je sais pas. J'aimerais, Vous aurez confiance en son jugement? Oui, de toute façon, son jugement, il ne peut être que juste. Voilà, donc est-ce que c'est important d'avoir une religion, justement? Ça donne des repères. Quand on voit nos jeunes aujourd'hui qui s'en éloignent. C'est important, je pense. Je pense que un des loupés qu'on a actuellement, c'est ça. On n'a pas su les encadrer, ne serait-ce que sur ces principes-là, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou autres. Qu'on puisse leur inculquer des principes, parce que le fin fond de tout ça, toutes les religions, c'est d'abord le respect déjà de soi en tant qu'individu. Absolument. Et le respect des autres. Et le respect de la vie. De la vie, sous toutes ses formes. Les plantes, la nature, tout. Je pense que si ces principes qui sont purement religieux, d'hygiène mentale, d'hygiène corporelle, si on arrivait à les maintenir au niveau de nos enfants, je pense qu'ils se sentiraient moins en déperdition. Il y aurait moins de casse. Et c'est pour ça que vous vous battez régulièrement au C'est pour ça que je me bats. Quand je dis qu'il faut qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe de nos enfants, de ceux qui à l'état civil relèvent de nous, mais des autres. Parce que si on ne s'occupe pas de ces autres-là, eux s'occuperont de nous. Et peut-être pas avec les mêmes objectifs, ni même avec les mêmes outils. Et là, ça devient compliqué. Monsieur Kelly. Surtout sur un petit territoire comme le nôtre, ça prend une ampleur assez terrible. Monsieur Kelly, c'est sur ces paroles-là que l'on va se quitter. En tout cas, merci d'être venu. C'est avec merci de m'avoir consacré cette heure-là. Non. Qui est passée très vite et je vous remercie beaucoup. C'était un vrai plaisir que de vous recevoir, Monsieur Kelly. Merci bien. Allez, c'en est fini de ce Studio 100. Vous l'avez compris, on se retrouve dans tout juste une semaine avec encore une fois un autre invité et je vous le garantis, une autre balade mahoraise. C'est promis. À bientôt.